Bonjour à tout le monde. Donc, on est là avec Ramtin. Il y a aussi Aline qui est quelque part parmi vous. Et on va vous présenter comment est-ce on a tous une vie privée. Donc, on va tous la protéger. On a vu tout à l'heure, on peut se déguiser aux dinosaures. On a vu aussi ce matin, si vous étiez là, il y avait une conférence sur le metadata. Et donc, on a vu que le metadata, ça concerne notre vie privée. Elle peut être, c'est des données qui peuvent être transférées, pas forcément à des gens qui en ont envie. Donc, dans cette conférence, on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer justement des données de notre vie privée via des logiciels. Donc, tout ce qui se concerne la partie logicielle, et plus précisément sur tout ce qui est IoT et objets connectés. Donc, on va tout d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est la privacy. Qu'est-ce que c'est l'IoT? Donc, on a des appareils très différents qu'on va voir avec des applications et des use cases très différents. Ensuite, je vais passer la main à Ramtin qui va vous expliquer les différentes menaces qu'on peut avoir sur la saison des appareils, de différentes attaques qui existent et qui sont faites. Donc, vous pouvez, c'est pas des attaques que nous on a fait, mais vous pouvez les regarder, les trouver par d'autres chercheurs. Et tout ça, c'est c'est pas encadré. Donc, c'est bien pour ça qu'on a besoin de régulations qui peuvent nous aider à homogénéiser un peu tous les efforts. Et du coup, avec des régulations assez récentes qu'on va voir, juste avant de conclure. Donc aujourd'hui, on est dans un monde connecté. On a plein d'objets connectés autour de nous. Et il y a des recherches, des études qui montrent que d'ici 2020, on aura à peu près 30 milliards d'objets connectés autour de nous, qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Et tout ça, ça correspond à peu près à 200 milliards de connexions. Tout ça, ça génère d'argent, donc tout ça, ça génère de business. Et qui peut aller jusqu'à 500 milliards d'euros selon ces études. Donc, il y aura forcément des gens qui auront envie de tester, qui auront envie d'avoir un part de ce marché. Et comment est-ce qu'on obtient, pourquoi tout cet argent? C'est parce qu'en fait, toutes nos données personnelles, qu'on est conscient ou pas, qu'on a donné notre accord ou pas, ça peut être vendu, ça peut être collecté, ça peut être vendu derrière, de façon tout à fait légitime. Donc, nous, on s'inscrit dans des sites où on donne notre accord pour qu'ils récupèrent une partie de nos données. Des sites comme ça existe, comme par exemple DataCoop, qui est prêt à nous donner $8 par mois, et nous, en retour, on lui donne une partie de nos données. Et il y a aussi d'autres entreprises comme Louvre Research, qui, ça coûte un peu plus, donc ils nous payent à peu près $100 par mois, mais on leur donne le droit de tracer toutes nos activités sur ces objets. Il y a aussi la façon un peu cachée, entre guillemets, c'est toute l'utilisation des sites qui ont l'air d'être gratuits. Donc, par exemple, quand vous allez sur Facebook, il y a une partie de données qui peut être récupérée. Ou aussi de pubs qui sont affichées sur ces genres de sites. Nos données, ils peuvent aussi être vendues dans des marchés noirs, donc dans le dark web, par exemple. Et là, ça dépend des informations qu'ils collectent. Mais ça peut aller, par exemple, si notre numéro de sécurité sociale, ça coûte à peu près $1, mais ça peut aller jusqu'à $1000 quand il s'agit de données médicaux, ou même $400 pour un diplôme, par exemple. Donc tout ça, ça concerne nous, ça concerne notre vie, c'est nos données personnelles. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la sécurité et notre vie privée à nous? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Donc tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que c'est un IoT? Un objet connecté, on le voit partout autour de nous, il y en a de plus en plus. Ça peut être tout et n'importe quoi, on peut le porter sur nous comme on peut l'avoir à la maison, comme ça peut être dehors dans les rues sans forcément le voir. Donc un objet connecté, la plupart du temps, donc on a un appareil
qui communique la plupart du temps avec soit un téléphone, une tablette ou quelque chose. Donc il y a une application qui est sur le téléphone. Donc cet objet, il a besoin d'être connecté avec un serveur qui est derrière. Donc les serveurs, ça peut être du cloud, ça peut être une base de données pour stocker des informations, ça peut être tout ce qu'on veut. Et du coup, pour communiquer entre l'objet connecté, on passe par l'application du mobile, et lui, il communique via un réseau sur le backend qui est derrière. Donc là, sur toutes ces communications, on peut avoir plusieurs protocoles. Donc l'appareil il peut communiquer avec le téléphone via Bluetooth ou via Wi-Fi. Et puis l'appareil, la plupart du temps, avec le serveur, c'est soit via le téléphone, via le réseau de téléphone, soit via le Wi-Fi. Des applications, on en a plein, diverses, et on va voir tout à l'heure. Donc quand on est quand on essaye de faire des choses sur Internet, donc, par exemple, quand on veut juste chercher une information, on va se connecter à un navigateur. Ce navigateur, il va collecter certaines informations de recherche pour l'utiliser à des fins qu'on n'est pas forcément capable de contrôler. Quand on partage des informations sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Là, nous, on pense que quand on met des informations, on va les partager uniquement avec nos amis ou avec des gens qu'on connaît. Et ça, comme on a vu aussi récemment avec Facebook, ce n'est pas forcément le cas. Donc tout ça, c'est nos habitudes, c'est notre vie, c'est des choses qu'on peut faire ou qu'on a envie de faire sur Internet. Et tout ça, ça laisse des traces derrière nous. Donc ces traces, ça se représente par des bits notamment, mais ça concerne notre vie privée. Et du coup, ce qu'on fait, ça laisse des traces, mais la violation de notre vie privée, ça ne laisse pas toujours des traces. Donc ça, on peut le voir. Ça peut avoir des résultats qu'on voit tout de suite ou qu'on voit dans 10 ans ou jamais. La privacy, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. On n'a pas une propriété qui est la privacy. La privacy, elle a plusieurs nuances. Tu peux aller de la propriété la plus faible, qui est la pseudonymité et qui consiste uniquement à masquer l'identité d'une personne. Donc, ça peut être une propriété qu'on aura besoin, sûrement, pour certaines applications. Ce n'est pas celle qui est la plus forte. On a d'autres propriétés qui sont beaucoup plus fortes, comme l'inliquabilité, qui consiste à... On a des personnes, on a des actions, on ne pourra pas dire qui a fait quoi, et du coup, là, on a l'anonymat absolu, entre guillemets. Entre les deux, on a ce qu'on entend beaucoup parler, c'est l'anonymisation des data. Et donc là, ça consiste à masquer certaines informations. Donc, par exemple, quand on a des bases de données, on va stocker les données personnelles sur cette base, mais de façon anonyme. Dans ce cas, on va prendre les données, on ne va pas les stocker directement, comme ils sont, on va les transformer il y a plusieurs méthodes qui existent, et on va stocker la façon anonyme, entre guillemets, de ces données. En tout ce qui concerne les objets connectés, on a dit tout à l'heure qu'il y a plein d'applications. Et en effet, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, tout et n'importe quoi. Donc il y a plein d'entreprises qui créent leurs objets connectés, selon le mode de l'époque. Donc ça peut passer par ce qu'on dit Smart Factories, donc les usines connectées, qui consistent à, par exemple, manipuler des équipements qui sont dans l'usine à distance. Donc, ça peut être une application qu'on a besoin ou pas de stocker des informations personnelles selon le type d'usine et ses activités. D'autres applications, ça peut être l'énergie. La plupart d'entre vous, je pense que vous avez des concentrateurs chez vous qui s'appelle Linky et qui consiste à collectionner toutes les données de la consommation et de les envoyer directement vers l'entreprise qui gère.
D'autres applications, ça peut être dans l'agriculture. Donc, à part les vaches connectées, il y a aussi peut-être besoin de devoir savoir la qualité du sol pour savoir qu'est-ce qu'on fait à quelle époque. D'autres applications, c'est la voiture connectée. Donc, la voiture connectée, elle a des sensors, de capteurs autour d'elle qui prend des informations de son environnement et qui agit par rapport à ces informations. Donc, ça peut être, par exemple, quand il pleut, les essuie-glaces, ils commencent tout de suite à se mettre en route. La voiture, elle a besoin de communiquer au sein de la voiture, mais elle a aussi besoin de communiquer entre voiture et voiture, ou entre voiture et tout ce qui est autour, donc l'infrastructure qui est autour. Ce qu'on appelle les smart cities, c'est qu'on obtient des informations, on les transfère dans la voiture, et puis la voiture agit selon ces informations. D'autres applications, c'est dans la maison, donc ce qu'on appelle smart home, qui peut être de volets connectés. Ça peut être un thermostat qu'on a mis en route, et ça peut être toute autre chose, comme la télé connectée, le frigo connecté, tout ce qui est connecté dans la maison. À part ça, on peut avoir d'autres applications, comme ce qu'on porte sur nous, donc tout ce qui est beaucoup plus près de notre corps, et qui nous permet de tracer. Et ça, Ramtin va vous expliquer comment tout à l'heure. Donc, ça peut être, par exemple, des montres connectées, ça peut être de bracelets des activités, donc des activités sportives ou autres. Ça peut être aussi des appareils médicaux, comme le pacemaker, qui est pareil, on va voir une application tout à l'heure avec Ramtin, et ça peut être aussi toute autre chose, comme des jouets pour des enfants ou des adultes, comme toute autre chose qu'on verra à la fin de la présentation de Ramtin, enfin de la partie menace. Et donc, par la suite, je vais passer la main à Ramtin qui va vous expliquer les différentes menaces qu'on peut avoir sur les objets connectés et comment est-ce qu'on peut faire ces genres d'attaques. Est-ce que vous m'entendez tous? Ouais, j'ai l'impression que oui. Alors, on va voir maintenant ensemble les menaces qu'il y a sur ces objets connectés-là, donc qui sont dans l'écosystème de l'IoT. On va en voir en tout 7. La première étant l'interdépendance des objets. Donc, on l'a vu en introduction que les objets connectés vont générer de plus en plus de revenus. Du coup, on va avoir de plus en plus d'objets qui vont apparaître, qui vont venir sur le marché. Et on va avoir de moins en moins d'interactions humaines sur ces objets-là. Et certains d'entre eux vont travailler ensemble implicitement. Donc l'exemple qu'on a ici, c'est qu'on a une fenêtre qui est intelligente, dans votre maison intelligente, et cette fenêtre-là, elle va s'ouvrir quand il fait trop chaud, par exemple. Sauf que la fenêtre elle est très bien sécurisée, on va supposer qu'elle est très bien sécurisée, donc même pour vous, attaquants, c'est compliqué d'y trouver une vulnérabilité ou quelque chose. Sauf qu'elle elle dépend implicitement d'un autre appareil connecté, donc un thermostat, qui, elle, est moins bien sécurisé. Donc vous, attaquants, vous êtes malin. Vous n'allez pas vous embêter à attaquer la fenêtre, vous allez voir si le thermostat a une vulnérabilité, et s'il s'avère qu'il en a un, vous allez lui faire croire que la chaleur augmente pour qu'il ordonne à la fenêtre de s'ouvrir. Donc là, on voit que la surface d'attaque augmente due à cette menace d'interdépendance, et que du coup, tous ces appareils-là sont des maillons dans une chaîne de sécurité, et si l'un d'entre eux a une sécurité trop faible, c'est toute la chaîne qui se brise. Donc la deuxième menace, c'est la diversité. Donc toujours dans le même contexte où on a de plus en plus d'appareils connectés qui apparaissent et qui vont continuer d'apparaître sur le marché, on va en avoir qui vont avoir la même application, mais qui vont provenir de fournisseurs différents. Et donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de standard entre les fournisseurs pour se mettre d'accord sur des designs ou des protocoles sécurisés à mettre en place, et souvent, c'est propriétaire, ces designs et protocoles-là. Donc pouvoir les sécuriser, ça implique d'en faire la rétroconception, donc ce qui est plus compliqué, de voir s'il y a des vulnérabilités ou des problèmes dessus avant de les mettre sur le marché. Donc c'est la deuxième menace de ces objets connectés-là. La menace suivante, c'est la contrainte. Donc, même contexte, on a de plus en plus d'objets, on va avoir le plus de bénéfices possible, donc on va en réduire le coût. Sauf qu'en réduisant le coût, on va également réduire les ressources, donc tout ce qui est mémoire ou puissance de calcul. Et ce qu'on constate et qu'on va voir par la suite dans les attaques, c'est que malheureusement, il y a aussi un manque en termes d'expertise et de sensibilisation en ce qui concerne la sécurité et la vie privée dans ce domaine-là. Donc ce qu'on remarque, c'est que, comme le montre l'image, c'est que quand on essaye d'ajouter des couches de sécurité
sur ces objets-là, on a l'impression de voir un enfant qui essaie de mettre son jouet carré dans le rond. Donc ça l'énerve, il n'y arrive pas, il va forcer. Et puis on va voir ce qui se passe après, et même parfois il va abandonner. Vient ensuite la myriade de données, donc la quantité gigantesque de données qui va être générée, mais aussi envoyée, utilisée et stockée par ces données-là. Donc cette menace, elle cible directement notre vie privée, surtout si elle est combinée aux menaces précédentes. S'il y a un manque d'expertise en termes de sécurité ou de gestion de la vie privée, on voit que toutes les données qui sont générées et envoyées peuvent poser problème sur notre vie privée. La cinquième menace, c'est le manque d'accès. Donc on a de plus en plus d'appareils, et certains de ces appareils-là vont avoir une durée de vie qui va être longue. Et on va avoir d'autres appareils qui vont devoir monitorer 24 heures sur 24 ce qui se passe, et certains de ces appareils-là, donc comme un pacemaker par exemple, vont être difficiles d'accès. Et ça va être également difficile à auditer ou à détecter des attaques sur ces appareils-là. Donc vous imaginez bien que faire vos mises à jour hebdomadaires comme sur vos machines et redémarrer un pacemaker, ça ne va pas être aussi simple. D'où l'importance de prendre en compte cette menace pour concevoir correctement et sécuriser correctement ces appareils. Ensuite, il y a l'intimité. Donc l'intimité entre l'utilisateur et son objet. Donc par intimité, on parle de tout objet qui monitore continuellement des données de l'utilisateur comme son rythme cardiaque ou sa localisation. Et là, encore une fois, c'est une menace directe sur notre vie privée si ce n'est pas bien sécurisé et si ce n'est pas bien conçu. Et enfin, on a la mobilité. Donc on a maintenant des objets qui sont mobiles grâce à nous, en fait, comme des voitures intelligentes ou même des bracelets ou montres connectées. Et donc ces objets-là vont se connecter de réseau en réseau, des réseaux qui sont parfois inconnus et où il va y avoir des acteurs malicieux. Et ces acteurs malicieux-là, s'ils veulent propager un code malveillant parce qu'ils ont trouvé une vulnérabilité et qu'ils peuvent le faire, quoi de mieux que de le faire sur des appareils qui sont mobiles et du coup de propager encore plus rapidement leur malware. Donc, l'idée de présenter ces menaces, c'est pour faciliter la présentation des attaques qui existent. Donc on va essayer de vulgariser un peu, pour que ça soit accessible à tous. Donc on va avoir en tout 5 attaques, 5 exemples d'attaques. Chacune de ces attaques-là va prendre en compte un cas d'application des objets connectés, mais également une menace. Donc là, on commence par la maison connectée, la smart home, et la myriade de données qui est générée. Donc ce que l'on sait des attaques qui existent vraiment, donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a des mots de passe par défaut qui sont publiquement accessibles. Et ça, c'est s'il y a vraiment des mots de passe. Et du coup, faire une recherche exhaustive sur ces mots de passe-là, c'est possible. Et puis, c'est pas tout. Vous pouvez aussi cibler les appareils dont vous connaissez le mot de passe ou dont vous savez qu'il n'y a pas de mot de passe via des sites comme Shodan. Et donc, le scénario parfait, c'est le botnet Mirai, donc, qui est très connu pour avoir fait le plus gros déni de service jamais enregistré, et qui est toujours actif d'ailleurs. Donc le fonctionnement, globalement, en gros, ce que fait ce botnet-là, c'est qu'il a un dictionnaire de username mot de passe qu'il a récupéré parce que c'est disponible publiquement. Il y a même certains appareils qui ont juste un username et pas de mot de passe, et du coup, il en prend le contrôle. Et donc, à travers le contrôle de ces appareils-là, il a fait un déni de service. Sauf qu'on s'est rendu compte après coup que certains de ces appareils-là, qui sont principalement des routeurs, des caméras ou des imprimantes, ils stockent votre mot de passe Wi-Fi en clair. Et puis si l'appareil est un peu plus haut de gamme, elle a plus de ressources, donc elle va stocker toujours en clair, tant qu'à faire, vos documents que vous avez récemment imprimés ou scannés. Donc là, c'est une menace directe sur la vie privée, sans trop d'efforts. Et puis l'attaquant, il est curieux, il ne va pas s'arrêter là, vu qu'il a le mot de passe d'un réseau privé, il va essayer de voir sur le réseau s'il n'y a pas d'autres appareils vulnérables, afin d'exploiter ces vulnérabilités et récupérer encore plus de données. Donc c'est quand même inquiétant. Une autre attaque donc, concernant les transports intelligents, donc plus précisément les voitures connectées, et de l'interdépendance qu'il y a dans ces voitures, dans les objets dans cette voiture. Donc ce que l'on sait des voitures modernes, c'est que c'est globalement plein de petits ordinateurs, ce qu'on appelle des ECU sur roues, donc il y en a entre 30 et 100 à peu près. Et ces ECU-là, elles ont chacun un rôle différent, pour le multimédia, pour l'assistance de freinage, etc. Elles vont communiquer entre elles. Donc elles sont interdépendantes, elles communiquent également avec l'extérieur, comme des relais, votre smartphone, etc. Et ces appareils-là peuvent provenir de différents fournisseurs et donc avoir des niveaux de sécurité différents. Donc là, encore une fois, on a cette chaîne avec ces différents maillons-là. Et donc des attaques, il y en a des très connues. Il y a eu l'attaque sur la Jeep, dont on a pris le contrôle à distance. Il y a eu plus récemment des attaques du même genre sur des Tesla et des BMW en mai dernier. Donc c'est des attaques assez complexes. Sauf que pour menacer la vie privée, on n'a pas besoin de faire des attaques si complexes que ça. Donc un exemple très basique, en fait, c'est quand vous achetez une voiture ou quand vous louez une voiture
avec laquelle vous pouvez synchroniser vos applications ou vos contacts. Généralement, vous avez juste à vous appairer avec la voiture. Il n'y a pas plus d'interaction avec l'utilisateur que ça. Donc, ça télécharge toutes vos informations. Et si vous rendez la voiture au service de location ou si vous la revendez et que vous avez oublié d'effacer vos données, bah là, sans trop d'efforts, elles sont complètement disponibles. D'autres exemples d'attaques, je vous invite à voir aussi les références plus tard. Donc maintenant, ce qu'il est possible de faire dans les voitures, c'est de faire des hotspots Wi-Fi. Donc ces hotspots Wi-Fi-là, quand c'est vous qui les faites, ben, ça peut être malicieux. Et quoi de mieux, par exemple, si vous êtes un Uber, de faire votre hotspot Wi-Fi pour les touristes étrangers qui ne veulent pas payer la 4G et de leur proposer de payer directement via votre hotspot Wi-Fi. Donc là, vous récupérez toutes vos données, c'est des attaques qui existent, et on voit encore une fois que c'est une menace directe sur la vie privée sans rentrer dans des attaques plus complexes où on prend le contrôle de la voiture à distance. Donc il y a d'autres types d'attaques où on va vous localiser, vous suivre via vos données GPS, etc. Donc, un autre exemple, le troisième, c'est tout objet que l'on porte, donc des montres et des bracelets, et on va voir comment est-ce que leur mobilité peut amener des problèmes de vie privée. Donc là encore, ce que l'on sait, c'est que ces objets-là communiquent généralement en Bluetooth avec une application mobile, généralement. Et là, on va essayer de se rassurer un peu, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour sécuriser ces objets-là. Donc on va voir par exemple qu'il y a du chiffrement de bout à bout, donc c'est super. Sauf qu'il n'y a pas que l'appareil, il y a aussi l'application. Et dans ces applications-là, la plupart du temps, il y a aussi des modes développeurs de test, donc qui nous permettent de les recompiler, de les réinstaller sous ces modes-là, et donc tout simplement de toucher pour désactiver les couches de sécurité. Donc des attaques dans ce domaine-là, donc ça c'est une attaque qui s'est faite aux États-Unis, qui doit probablement se faire encore, qui s'est faite aussi à la Défense il y a quelques années, où en fait on suit les clients d'un centre commercial ou d'un magasin, ou même des employés, pour voir dans quel rayon est-ce qu'ils passent le plus de temps, dans quel magasin est-ce qu'ils vont le plus, etc. Donc pour récolter des données. Et donc là, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces appareils-là n'implémentent pas de sécurité. Quand elles en implémentent, donc c'est par exemple du chiffrement de bout à bout, et malgré cela, il y a des problèmes. Donc par exemple, chacun des appareils vont avoir un identifiant unique qui permet de les identifier. Et même quand c'est chiffré de bout à bout, bah, sur les paquets qui circulent, eh ben, l'identifiant unique, il est en clair dans les en-têtes. Donc là, bon, sans trop d'efforts, on peut suivre les personnes, donc il y a un problème de privacy ici. Et puis aussi, quand vous faites du pairing, donc avec le Bluetooth, eh ben, il y a certains appareils qui ne demandent pas d'interaction humaine. Donc moi, je peux m'appairer un appareil qui n'est pas le mien sans que son utilisateur s'en rende compte. Donc là encore, on a un autre problème. Et quand il n'y a pas du tout de protection, et ben là, on peut récupérer complètement vos données intimes, enfin plus intimes, comme votre âge, votre sexe, votre poids, le nombre de pas que vous avez fait, vos habitudes de sommeil, votre rythme cardiaque, etc. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent savoir comment est-ce que vous réagissez à des données publicitaires ou autres. Donc pour vous citer un autre exemple où on a essayé de sécuriser, c'est malheureusement dans le médical. Donc là, on va voir comment est-ce que les menaces de la contrainte et du manque d'accès mènent à des problèmes de vie privée. Donc ce qu'il faut savoir des appareils dans ce domaine-là, c'est qu'ils sont assez restreints, ils sont assez difficiles à mettre à jour. Mais on essaye de mettre de la sécurité, et malheureusement, il y a un manque d'expertise, parce que quand on vous met de la sécurité, on vous met du RSA 24 bits. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on recommande de nos jours, c'est d'avoir un RSA de 2048 bits de sécurité. Donc là, c'est 24. Et en plus de cela, c'est pas tout, donc sur le même appareil, c'est sur un pacemaker en plus. Donc sur le même appareil, ils ont décidé de mettre 3 octets pour bypasser le RSA. Bon, et ça, c'est quand c'est sécurisé. Et donc, on va revenir sur ce qui s'est passé sur le pacemaker, mais globalement, ça mène à quoi? Ça mène à ce que des attaquants récupèrent vos données médicaux. Donc, on a vu que ça se revendait très très bien. Donc, par exemple, il y a des chercheurs de McAfee qui se sont amusés à attaquer un système qui s'appelle le PACS, donc qui regroupe tout ce qui est appareil d'imagerie, donc des scanners, IRM, etc., avec donc les données des patients. Et donc, ils ont ciblé ce système-là via Shodan. Ils ont vu que ça utilisait des logiciels qui sont assez anciens, pas mis à jour, et dont il y a plein de vulnérabilités, dans le top 10 de l'OWASP en plus, donc autant dire que c'est très critique. Et donc, ils ont réussi à récupérer les données des patients. Ces données-là, ils les ont corrélées, et ils sont amusés à imprimer en 3D le bassin d'un des patients, que vous pouvez voir en haut à droite. Donc là, on voit menace directe sur la vie privée, puis c'est pas tout. Pour revenir sur le pacemaker et le RSA 24 bits, là, on a annoncé aux 400 000 patients qui avaient ce pacemaker-là qu'on pouvait diminuer la charge de leur batterie, qu'on pouvait leur administrer un rythme cardiaque différent et qu'en plus, on pouvait leur faire, tout ça à distance, on pouvait leur envoyer des chocs électriques mortels. Donc là, c'est plus du tout un problème de la vie privée, c'est un problème sur la vie tout court.
Donc pour finir sur une touche quand même un peu plus légère d'attaque, on va parler des jouets, principalement des jouets pour enfants ou tout objet lié à un enfant, et comment l'intimité, donc comme c'est des objets qui sont chez nous, peut mener à des problèmes de vie privée. Donc là, ce que l'on sait malheureusement, c'est que généralement les communications ne sont pas chiffrées, il n'y a pas d'authentification, et l'application mobile, quand elle est souvent peu sécurisée, voire pas du tout, donc ça amène à des attaques. Donc, je vous présente la Hello Barbie ici au milieu. Donc c'est une super Barbie à qui vous pouvez parler, qui va vous répondre, qui enregistre même vos conversations. Donc il y a des chercheurs qui sont amusés à en faire la rétroconception. Et ils ont vu qu'il y avait plein de vulnérabilités. Et donc entre autres, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient facilement, sans trop de difficultés, entendre ce qui se passait chez les gens qui possédaient cette Barbie-là, mais aussi parler en retour et récupérer les conversations qui sont enregistrées. Donc il y a plein d'autres cas d'attaques comme ça, par exemple sur des moniteurs pour enfants, où aux États-Unis, c'était un voisin qui s'amusait à pirater le moniteur pour faire peur à l'enfant. Donc bon, on voit qu'on peut carrément s'inviter virtuellement chez nous en attaquant ce type d'objet-là. Et en plus, c'est pas tout. On se rend compte aussi que la plupart de ces objets-là, elles stockent également le mot de passe de notre réseau privé, donc de notre Wi-Fi, en clair. Donc là, on a quand même des gros problèmes. Et c'est pas tout. Il y a plein d'autres objets de plus en plus fous qui sont piratés, hein. Donc il y a les jouets pour enfants, mais il y a aussi les jouets pour adultes. Mais c'est pas le plus fou. Il y a aussi des armes à feu avec une visée intelligente, où en fait là, vous pouvez à distance modifier la cible de l'arme à feu. Vous avez aussi des toilettes avec des codes PIN hardcodés qui sont connectés. Bon, il y a des brosses à dents, des pèse-personnes, etc. Alors, on se demande du coup pourquoi autant d'attaques. Ça peut sembler une question assez bête, mais non, il y a des raisons. Et c'est souvent à cause d'une mauvaise conception. Donc ça commence par des mots de passe qui sont publics, voire il n'y a pas de mot de passe. Bon, on recommande de mettre des mots de passe quand même, ou au moins de forcer l'utilisateur à changer le mot de passe par défaut la première fois qu'il utilise l'appareil. Après ça, on se rend compte qu'il y a quand même des secrets qui sont codés en dur, hein, dans l'application mobile ou autre, dans les logiciels. Donc là, pareil, ça serait bien de le hacher, de préférence pas utiliser MD5 parce que bon, ça se casse. Puis ça continue, on voit qu'il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de chiffrement. Quand on en met, on vous met du RSA 24 bits quand on vous en met. Après pareil, le pairing, c'est fait sans interaction humaine. On serait bien quand même de faire intervenir l'utilisateur de l'appareil. Et pareil, des ports JTAG ouverts qui permettent d'accéder à des consoles, les logiciels qui ne sont pas du tout protégés, on voit toute la conception, pas d'anti-tempering, pas de méthode contre la rétroconception, d'obfuscation, etc. Et il y a aussi des replay attaques, même quand il y a du chiffrement de bout à bout. Donc là, c'est vraiment pour illustrer l'importance de vulgariser un peu tous les problèmes dans ce domaine, pour sensibiliser un peu tout le monde sur les problèmes assez basiques qu'il y a en termes de sécurité et sur notre vie privée. Donc, pour expliquer rapidement, en gros, comment est-ce qu'un attaquant va procéder. Donc, d'après le programme, vous devriez avoir d'autres présentations, je pense, qui seront bien plus techniques, qui vous présenteront ça bien mieux. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un attaquant va regarder certes l'appareil, mais pas que. Donc il va commencer par ouvrir, démonter l'appareil, voir un peu le matériel, en faire la rétroconception, ce qui peut accéder à une console, qui va lui permettre d'accéder au logiciel qui tourne dessus. Pareil, ce logiciel-là, est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il y a des secrets dedans? Est-ce que l'appareil fait confiance à l'application mobile aussi? Comment est-ce que ça stocke les données? Donc c'est toutes ces choses-là que l'attaquant veut regarder. Il veut aussi voir les communications entre l'appareil et le mobile, est-ce que c'est chiffré ou pas? Sur le mobile, on a une application, donc on va en faire la rétroconception, la décompiler, pareil, même principe. Est-ce qu'il y a des secrets codés en dur, etc. Comment est-ce que c'est conçu? Le mobile peut communiquer avec un back-end, un serveur ou autre. Est-ce qu'on peut faire un main in the middle entre les deux? Comment est-ce que les communications sont faites? Est-ce que le serveur utilise de l'authentification? Est-ce qu'il y a des certificats? Comment est-ce que ça stocke, etc. Donc c'est tous ces points-là que l'attaquant va regarder. Et c'est aussi tous ces points-là qu'on doit regarder quand on veut concevoir ou sécuriser ce type d'objet-là. Donc rassurez-vous, il y a quand même différents États qui s'occupent de faire des régulations pour nous protéger. Et c'est ce que va vous présenter Maria juste maintenant. Donc, on a beaucoup entendu parler de la RGPD ou GDPR en anglais, qui est sortie en mai dernier et que vous avez sûrement reçu pas mal de mails le concernant. C'est par contre pas la première régulation qui sort autour de ce sujet de protection de données privées. Donc, il y a déjà son prédécesseur qui était sorti en 1995 avec toujours au niveau européen.
Mais par contre, il y a plein d'autres efforts qui ont été faits dans le monde entier. Commençons par le Canada au 4.3, et la liste qu'on voit là est très loin d'être exhaustive. Donc, il y a tout un paquet de lois, de régulations qui sont en cours. Et leurs différences, ils sont tous basés sur la même question. Donc, comment est-ce qu'on protège la vie privée des gens, soit pendant les communications, soit quand on a besoin de stocker ces informations quelque part, soit pour l'utiliser après pour des analyses statistiques, pour faire des études ou juste par le plaisir. La différence entre les différentes régulations, c'est d'abord le périmètre de où ça s'applique. Donc, est-ce que ça s'applique uniquement au niveau européen? Est-ce qu'au niveau du pays où ça a été sorti, est-ce que ça implique aussi toute communication d'une entreprise qui est basée sur ce pays avec le reste du monde? Et ensuite, quelles sont les données protégées qu'on a envie de protéger, les données privées, pardon, qu'on a envie de protéger? Est-ce qu'il s'agit de données qui sont adressées à l'État? Est-ce que c'est des données qui concernent notre vie médicale, donc tous les données médicaux qui sont dans les hôpitaux ou autres? Est-ce que ça concerne juste toutes les données d'un caractère personnel qu'on peut partager via Internet ou autre? D'autres différences, c'est aussi les sanctions qu'on a derrière. Donc, ça peut être soit des amendes, comme on a vu la première amende pour la France, c'était à Optical Center, suite visiblement à des problèmes de sécurité sur les sites. Et ça peut être aussi, mis à part les amendes, comme ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a les sites qui a un problème de sécurité, il est carrément coupé. Donc ça fait partie de tous ces éléments qu'on peut avoir de différentes options sur la régulation. Alors, je reprends juste la parole pour résumer un peu les impacts qu'on a vus sur la vie privée. Donc, on a parlé ensemble de différentes attaques qu'on a vues, dont Mirai, des attaques sur la Jeep, les voitures connectées, sur les appareils médicaux, etc. Donc, par exemple, pour Mirai, l'impact direct que voit le grand public aussi, c'est que c'est le plus gros déni de service jamais enregistré. Netflix ne marche plus, Amazon ne marche plus, c'est insupportable. Sauf que ce qu'on ne dit pas, et ce qui est aussi très important à dire, c'est pour ça qu'on est là ici, c'est qu'il y a des impacts indirects. Mirai, pour faire le déni de service, a accès à nos appareils. Ces appareils-là, en plus, on se rend compte après coup qu'ils stockent les mots de passe Wi-Fi en clair. Donc là, c'est nos données personnelles, notre vie privée qui est menacée. Pareil sur la voiture, il n'y a pas forcément besoin de prendre contrôle de la voiture à distance, même si c'est assez grave. On peut tout simplement récupérer nos données personnelles. En ce qui concerne tout ce qui est médical, là, oui, on voit des ransomware dans des hôpitaux, donc on est obligé de bouger des patients d'un hôpital à un autre. Ça aussi, c'est diffusé au grand public. Mais quand il y a un ransomware qui chiffre les données, c'est aussi qu'on a accès aux données. Et donc là, c'est aussi très très grave parce que c'est des données très intimes, données de notre santé. Et c'est pareil pour tout. Et on se rend compte que tout ce qui est impact indirect, c'est tout ce qui concerne nos données, notre vie privée. C'est pour ça que c'est important pour nous de le souligner ici. Ramtin il a présenté les différents scénarios d'attaque. Donc, on a vu que souvent, ça commence par une faille de sécurité qui peut impacter notre vie privée, la mise en danger de notre vie, de notre vie en tout cas connectée. Et du coup, il y a des attaques qui sont une étiquette de sécurité, mais qui peut très facilement avoir de conséquences sur notre vie privée. Comme on a dit depuis le début de cette présentation, la vie privée, c'est un peu différent parce que, par exemple, si on a notre numéro de carte bancaire qui a été attaqué, à un moment, l'attaquant il va faire une transaction, donc on va vite se rendre compte que notre numéro a été attaqué. Par contre, sur d'autres données, comme par exemple toutes les données qu'on peut récupérer via la voiture, via toutes ces applications que Ramtin nous a expliquées, tout ça, ça peut avoir des impacts qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc, ça peut être vu dans 10 ans, ça peut être jamais vu, et pourtant, il y a quelqu'un qui a une partie de notre vie. Heureusement, il y a quand même pas mal de régulations qui est fait, qui est mis en place pour protéger un peu tout ça dans de différents pays, avec de différences sur les données qu'on veut protéger, certes, et avec de différences sur
comment on applique cette loi, mais au moins elle est là pour protéger un peu les consommateurs, donc nous tous. Mais par contre, le facteur le plus important, c'est que nous tous, on se rend compte, que nous tous, on est un peu plus vigilants sur qu'est-ce qui circule sur nous, sur notre vie connectée. Donc que nous, on fait ça un peu, que nous-mêmes, on fasse un peu plus attention sur tout ça. Si on a des objets connectés à la maison, où on n'a jamais regardé s'il y a un mot de passe ou pas, ben, allons-y et regardez. Ça nous permet au moins d'éviter certaines attaques et au moins éviter la propagation de certaines attaques. Tout ça, on a vu depuis le début, Ramti nous a expliqué des différentes attaques qu'on peut faire, des différents scénarios. Donc on a vu qu'il y a un scénario à chaque fois, mais tous ces scénarios, ils peuvent être combinés. Et ce qui permet de faire des attaques avec une surface beaucoup plus large. Est-ce que tu veux nous expliquer? Voilà, en gros, pour vous embêter une dernière fois avec tous ces scénarios-là, c'est que, bon, si on reprend Mirai qui a accès à votre imprimante, qui a aussi du coup accès à votre mot de passe Wi-Fi, donc oui, il peut aller voir s'il y a d'autres appareils comme un ordinateur qui est vulnérable et récupérer vos données d'identité bancaire, etc. Mais ça se combine aussi avec le fait que si vous avez une Hello Barbie, un moniteur pour bébé, une caméra qui n'a pas de mot de passe, il s'invite virtuellement chez vous, il voit chez vous, il entend, il peut même vous parler. Et puis c'est pas le tout, si vous avez aussi une maison entre guillemets intelligente, donc avec un thermostat vulnérable, là on peut s'inviter physiquement chez vous. Et donc ça c'est pour finir avec un dernier mot, où pour nous c'est vraiment important de vous sensibiliser, ou resensibiliser à tous ces problèmes de sécurité et de vie privée dans le monde des objets connectés, pour que vous puissiez à votre tour sensibiliser les gens autour de vous, afin qu'on puisse plus sécuriser et améliorer la protection de notre vie privée et de nos données. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. On va procéder à quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Nous avons le temps pour quelques questions. Il y en a une là-bas. Ah, ici, là-haut, à gauche. Je ne sais pas où se passe, il y a un micro qui va arriver par là. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je reprendrai après le micro. Vous avez beaucoup insisté sur les risques sur les objets connectés, sur le réseau local. C'est ici. Ah, pardon. C'est intéressant, mais en plus, beaucoup ont des communications cloud où ils se font souvent pirater par des applications web qui elles-mêmes sont mal écrites. Mais en parallèle, on voit aussi des réseaux pour les objets connectés qui ne sont plus le réseau local Wi-Fi, qui ne sont pas forcément de la courte distance avec le Bluetooth LE, qui est une cochonnerie, qui sont des réseaux dédiés. Et est-ce que ce n'est pas une opportunité, puisque les objets en eux-mêmes, ils vont être fabriqués en Chine, importés plus ou moins à contrôle, et finalement, c'est un peu une course à l'échalote. Est-ce que l'opportunité ne serait pas d'utiliser de plus en plus des réseaux dédiés et qui, eux, soient plus sécurisés et qui évitent de se latéraliser, de faire des pivots comme vous avez montré à la fin? J'ai envie de dire que ça dépend des réseaux et comment ils sont protégés ou pas, est-ce qu'ils sont sécurisés ou pas, parce que c'est très bien de faire des réseaux plus petits, de plus courte distance, propriétaires, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Après, s'ils sont bien sécurisés, en effet, si on a des réseaux déjà qui sont à distance limitée, entre guillemets, les attaques sont forcément plus difficiles parce qu'il faut être à côté. Donc, dans ce cas, oui, mais ça dépend comment ils sont protégés. Moi, je développe une start-up, on travaille là-dessus. Est-ce que la solution, ça serait plutôt qu'on ne peut pas attaquer les objets connectés parce qu'il n'y a pas de normes et il n'y a pas de volonté forte, un petit peu avec la GDPR, mais pour vraiment pénaliser les gens qui font n'importe quoi avec, ça serait rajouter des systèmes de protection dans les réseaux Wi-Fi ou dans les réseaux de données pour pouvoir contrôler les réseaux connectés et détecter, par exemple, les flux anormaux ou des tentatives d'intrusion, etc., plutôt à ce niveau-là. Ça pourrait être une solution pour tout ce qui est communication. Du coup, on protège la communication entre l'objet connecté et le téléphone ou le back-end qui est derrière. Mais pour l'objet en lui-même, ça n'apporte pas forcément de protection dans le sens où si l'appareil en lui-même, il stocke une grande partie de ses données en clair sur l'appareil, une fois qu'on a volé l'appareil, c'est bon. Mais, pardon, juste pour ajouter, en fait, il y a aussi le problème de conception directe qui est aussi important à prendre en compte, où quand, par exemple, on achète la même marque de caméra qui code en dur le mot de passe route,
bah, si on ne prend pas déjà en compte ces problèmes-là qui sont assez basiques, bah, vous avez beau sécuriser le réseau, enfin, tout le monde qui achète la même caméra peut voir qu'il y a un mot de passe par défaut qui est codé en dur. Donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte, ce dont vous parlez aussi, mais aussi des aspects basiques de sécurité où il faut commencer aussi par là directement sur l'appareil. Nous, l'idée, c'est de pouvoir avertir l'utilisateur, c'est de lui dire, vous avez cette caméra qui a cette faille de sécurité, et du coup, on la coupe de votre réseau pour pouvoir vous protéger. Et là, ça dépendra de la réaction de l'utilisateur. Ben oui, moi, j'ai encore envie de l'utiliser ou non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Je vois personne. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On vous applaudit très fort.